7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Et aujourd'hui, quel avenir pour les universités en Afrique? Le taux d'accès à l'enseignement supérieur n'est que de 7% sur le continent. C'est très peu comparé à la moyenne mondiale, 26%. Mais c'est déjà beaucoup plus qu'il y a quelques décennies. Les gouvernements africains ont fait de gros efforts pour renforcer l'accès à l'école primaire, à l'école secondaire, avec les objectifs du millénaire. Et donc chaque année, mécaniquement, de plus en plus de jeunes bacheliers arrivent sur les bancs des universités. Des universités vétustes, dépassées, qui n'ont pas été prévues pour une telle capacité d'accueil. Alors comment désengorger ces campus? Comment diversifier aussi les financements? Comment donner plus de visibilité aussi à la recherche africaine? Le mois dernier s'est tenue à Dakar l'Assemblée générale du CODESRIA. C'est un réseau qui rassemble des chercheurs en sciences sociales africains du monde entier. Alice Milo, vous y étiez. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous avez rencontré des chercheurs pour les interroger sur l'avenir des universités africaines. Mais tout de suite, pour les voisins qui nous écoutent et qui vont bientôt décrocher le bac, direction l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, appelée aussi l'UCAD. Et oui, l'UCAD, c'est une véritable référence sur le continent. Elle a été créée en 1959 et c'est la première université d'Afrique francophone. Alors les jeunes Sénégalais rêvent d'y entrer, car l'UCAD a encore aujourd'hui une très bonne réputation en termes de qualité de l'enseignement. Mais souvent, les étudiants tombent de haut en arrivant sur le campus. La désillusion est brutale. L'université est aujourd'hui surpeuplée avec 85 000 étudiants. C'est une véritable ruche. Mohamedou et Mama sont étudiants à l'UCAD et ils m'ont guidé sur le campus. On passe par là. Donc actuellement on est au sein du campus social à l'université Cheikh Anta Diop. Donc on va directement passer vers le restaurant argentin pour voir un peu la situation que vivent les étudiants là-bas, quoi. Ils font la queue, n'est-ce pas, pour manger, pour entrer au niveau des restaurants. C'est la file d'attente de la cantine, c'est ça? Voilà, c'est ça. On va passer de l'autre côté. Il y a une file d'attente. Maintenant, ils passent là-bas 2 heures, 3 heures d'horloge pour acheter des tickets. Il y en a certains même qui désistent vu la durée de l'attente pour aller faire cours. Ils se sacrifient pour aller faire cours à jeun. Voilà, c'est ça. Oui. C'est un choix. Parce que aussi les cours, il y a des problèmes de place. Il faut venir à l'heure juste pour avoir une bonne place. Hein. On va aller voir ça. Voilà. Là, on se dirige vers les amphis. On est à la faculté des sciences politiques et juridiques, n'est-ce pas? Donc on va visiter. À l'intérieur des amphis, le nombre de places ne suffit pas. Donc là, on rentre dans l'amphi. Il y a du monde, hein? Il y a du monde. Peut-être il y a certains qui viennent ici pour réviser aussi. Vous savez combien vous êtes en première année ici? En première année, on est environ 6 000 étudiants divisés en 2 groupes. En première année, vous êtes censé rentrer à 3 000 dans cette amphi? 3 000 dans cette amphi. Selon les sources, on ne peut que recueillir 1000 places ou 1500. Donc ça veut dire qu'il y a un siège pour 3 étudiants. C'est ça. Et aussi les étudiants de première année. Ils se réveillent à 4h30 du matin pour attendre que le gardien ouvre les portes pour réserver des places. Pour un cours qui va se dérouler à 8h du matin, ils se lèvent à 4h devant les portes pour attendre que les vigiles ouvrent les portes pour réserver des places. Et à 8h, ce sera les chamailles. Certains se battent, mais chaque jour, il y a des querelles de place. Mais ça vous est arrivé, vous, déjà, de ne pas pouvoir rentrer du tout dans l'amphithéâtre? Oui, en première année, lors de mon premier cours, je suis venu, j'ai trouvé des gens dehors, toute la salle était occupée, même les escaliers. Et je me suis dit, donc, c'est pas ici que je vais réussir, quoi. Passe par là. Donc on est directement au niveau du campus social. Voilà, on est au pavillon J, c'est dans le campus social. Donc campus social, c'est la cité universitaire. C'est la cité universitaire, voilà. Voilà, les pavillons sont un peu dispersés. Donc c'est là où sont logés les étudiants. Voilà, les étudiants sont logés ici. Voilà. C'est votre chambre? Oui, c'est notre chambre. C'est une pièce qui fait à peu près 9 mètres carrés, à peu près. Ici, on couche pratiquement 8 personnes, jusqu'à 9 des fois. On ne peut pas étudier. Si je veux te dire tout, on va rester ici jusqu'au soir. J'avais entendu dire un jour qu'au Sénégal, les gens passent à l'école mais n'apprennent pas à l'école. Voilà, c'est une coquille vide. Voir quelqu'un, il a son master, mais c'est rien. C'est rien du tout, c'est rien. Comme disait quelqu'un, c'est usine des chômeurs affamés et désespérés. UCAD quoi? UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Moi je
suis docteur Yankhoba Seydi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également coordonnateur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur à Dakar. C'est ça que je disais au ministre de l'enseignement supérieur. On a créé un monstre à l'image du monstre de Frankenstein et qui va finir par nous bouffer nous-mêmes les géniteurs de ce monstre-là. C'est digne des films d'horreur parce que vous avez cours dans une salle, tout est plein partout jusqu'au pupitre du professeur. On vient, les étudiants, ça c'est même jusqu'à vos pieds. Ceux qui n'ont pas la chance d'être à l'intérieur, ils suivent les cours de par les fenêtres, les volets qu'ils ouvrent comme ça pour regarder. Ces gens-là, il n'y a que le mouvement labial du professeur qui les intéresse parce que de toute façon, ils n'entendent rien du tout. Pour lire sur les lèvres. Absolument, mais c'est ça, parce que la surpopulation est liée au fait que c'est resté longtemps la seule université du pays. Je vous ai dit que cette université-là a été créée pour n'abriter ou n'accueillir que seulement 6 000 étudiants. Vous voyez, de 6 000 à 90 000 étudiants, vous allez les mettre où? La capacité n'augmente pas. Ce qui augmente, c'est le nombre de candidats au bac. C'est-à-dire que le nombre a augmenté avec notamment les fameux OMD, Objectif du millénaire pour le développement, où on a créé énormément d'établissements scolaires en amont. Mais malheureusement, on n'a pas créé en aval le nombre d'universités avec des capacités d'accueil conséquentes pour pouvoir absorber substantiellement ces flux de bacheliers. Voilà quoi. 70% des étudiants échouent aux examens en premier cycle au Sénégal. Et la plupart des grandes universités africaines connaissent le même problème. Au CODESRIA, qui réunit des chercheurs africains en sciences sociales du monde entier, on cherche des solutions, Alice. Oui, et comme l'explique Marema Touré, membre du CODESRIA, sociologue et spécialiste en sciences sociales à l'UNESCO. Si on prend le cas du Sénégal, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'efforts, des efforts extraordinaires pour doter le pays d'autres infrastructures universitaires. Tout le monde connaît le problème de l'UCAD et le grand engorgement qui était un problème. Il y a eu l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a eu entre-temps les universités de Thiès, les universités de Bambey. Et en ce moment, il y a vraiment des grands efforts avec la deuxième université de Dakar qui va être construite. Mais tout cela, c'est la faiblesse du taux d'encadrement. Au niveau de l'UNESCO, on pense que le taux d'encadrement normal, c'est 25 étudiants par enseignant. Si je vous dis les disparités, vous comprendrez bien que ce taux-là, il est de très 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 loin dépassé. Évidemment, nous sommes ici au CODESRIA pour réfléchir aussi ensemble avec les collègues sur tous ces problèmes. Et je pense que ici au niveau de cette Assemblée générale, nous discutons beaucoup des questions de recherche. L'enseignement supérieur ne doit pas être considéré comme un luxe pour les pays africains parce que et la qualité du système et même la qualité de l'enseignement primaire dépend de l'enseignement supérieur. Tout est lié. Et malheureusement, il y a une certaine tendance à penser que aux pauvres l'enseignement primaire et puis l'enseignement supérieur, c'est le luxe. Et je pense qu'il faut rompre avec ce cercle vicieux. Parce que si l'Afrique n'accède pas aux conditions qui permettent l'émergence de plusieurs chercheurs, c'est-à-dire de personnes africaines qui réfléchissent sur les problématiques africaines et sur les problématiques du monde, on ne va pas rompre le cercle vicieux qui maintient l'Afrique dans le sous-développement. Les Africains ont besoin aussi d'un enseignement supérieur de qualité. 7 milliards de voisins, quel avenir pour les universités africaines? Les gouvernements africains ont bien entendu conscience de ces difficultés, mais peinent à trouver des solutions adéquates. À Dakar, au Sénégal, l'État mise sur une toute nouvelle université, pas comme les autres, UVS, l'université virtuelle du Sénégal. Alice Milo, pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il? Alors oui, en effet, c'est vraiment la nouveauté pour essayer de désengorger les universités, l'enseignement à distance. Impossible de faire tenir tous les étudiants dans un amphithéâtre, et bien qu'ils restent à la maison, ce sont les cours qui viendront à eux. 6000 étudiants sont aujourd'hui inscrits à l'université virtuelle du Sénégal, qui existe depuis 2 ans maintenant. À leur arrivée, on leur donne un ordinateur et une connexion Internet. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis Mohamed Mansour Faye, j'en suis le coordonnateur. Et là, vous bandez dans la salle des serveurs, donc c'est un peu le cœur de l'université. Nous entrons dans le sein des saints.
C'est ici qu'est concentrée la technologie donc, du siège de l'UVS. Et c'est une grosse machine informatique. Oui, là vous avez devant vous une armoire qui contient beaucoup de racks. Certains contiennent des serveurs, des données, d'autres contiennent tout ce qui concerne la télécommunication parce que nous sommes dans un réseau IP. En fait, l'université virtuelle aurait pu se résumer à cette infrastructure que vous voyez ici. Vous n'avez pas d'amphithéâtre. Nous ne sommes pas dans un module du face-à-face. Vous ne verrez jamais des enseignants en train de donner un cours magistral face à leurs étudiants. Les contenus d'enseignement sont délivrés à nos étudiants à travers une chaîne technologique qui passe par les réseaux informatiques qui proviennent des serveurs et qui arrivent sur les ordinateurs de nos étudiants de manière générale. Qui sont chez eux, qui sont dans les espaces numériques ouverts, en tout cas qui sont là où ils estiment qu'ils ont des conditions de travail réunies. Quand l'étudiant reçoit sa dotation, son ordinateur, sa connectivité, tous les éléments qui lui permettent maintenant d'être autonome par rapport à la prise des contenus, cette formation, parce que nous les formons systématiquement et tous, cette formation de la maîtrise de l'outil informatique, de la maîtrise de nos environnements numériques de travail, de la méthodologie de travail sur nos plateformes, cette formation est faite dans une infrastructure que nous appelons espace numérique ouvert. La première chose que l'étudiant fait quand il a un problème, c'est d'aller dans le forum. Dans ce forum, il peut résoudre son problème. Et il y a un prof de l'autre côté qui répond aux questions. Il y a toujours un tuteur. Et dernier niveau de rémédiation, ce sont les séances que nous organisons régulièrement dans les ENO où les étudiants qui ont des problèmes peuvent venir rencontrer le tuteur et parler de face à face sur certains problèmes. Effectivement, dans certaines matières, c'est un peu plus compliqué. Là, la rémédiation présentielle dans les ENO joue pleinement son rôle. À ce jeune âge, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils ont juste le bac en poche. Ils sont en capacité d'avoir cette discipline et puis cette autonomie. Je vais vous poser une question. Dans certaines filières, vous avez des milliers d'étudiants qui s'entassent dans les amphithéâtres. Finalement, où est la pédagogie? Où est la plus-value? À quoi sert l'amphi? Il est tout simplement le lieu de prise de notes. Il ne peut plus être un lieu d'échange. La technologie peut apporter beaucoup en termes d'interaction. Aussi paradoxal que ça puisse vous paraître, un étudiant de l'université virtuelle a plus de chances d'interagir avec ses équipes enseignantes qu'un étudiant d'une université classique qui, dans certaines filières, souffre de la massification. Avec le dispositif que nous avons, mais nous avons une traçabilité de toutes les actions. Quand un étudiant s'approprie les contenus d'enseignement, quand un étudiant fait ses tests d'auto-évaluation, quand un étudiant poste ses exercices de travaux dirigés, mais nous le savons. Et vous êtes d'accord que dans un amphithéâtre, dans n'importe quelle université du monde, personne ne fait la liste de présence pour savoir qui vient ou qui ne vient pas en cours. Nos étudiants, on leur apprend à se débrouiller, ils deviennent débrouillards naturellement, ils sont autonomes. Je m'appelle Anna, je suis étudiante à l'université virtuelle en première année en économie-gestion. On m'a orientée là, j'ai eu mon bac l'année dernière, bac S2. J'ai fait mes orientations, j'ai choisi, c'était mon 16e choix, je pense. Médecine, c'était mon premier choix, deuxième choix pharmacie, troisième chirurgie dentaire. Comment vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez à l'UVS? Très mal, j'ai même pleuré en fait. Normalement, les cours devraient commencer en octobre, mais on n'a pas encore commencé alors qu'on est en juin. Ça fait 8 mois que vous faites rien. Oui, 8 mois que je suis en vacances. Mes journées, je passe à la maison. Je suis la nouvelle boniche presque. Je reste là-bas, je cuisine, etc. et tout. Quand vous les interpellez, les dirigeants de l'UVS, ils vous répondent quoi? Ils te disent toujours que ça marche, les cours vont venir dans une semaine. Tu les rappelles une semaine après, ils vont te dire non, ça va commencer. Attends. On a attendu pendant 7 mois, donc ça suffit largement, je pense. J'ai perdu presque une année. C'est ma scolarité, donc je tiens beaucoup à avoir une année comme les autres. Normalement, on dit l'université virtuelle, c'est UVS. On dit université des vies sacrifiées. Déjà, c'est comme ça qu'on nous appelle, donc il n'y a pas de problème, c'est ça. Bonjour. Oui, nous sommes à Yoff, donc c'est un quartier près de l'aéroport de Dakar. C'est là où est donc logé l'ENO, l'espace numérique ouvert de Dakar. Donc l'ENO, c'est le lieu où l'étudiant rentre en contact physiquement avec l'UVS. L'UVS, c'est une université qui a plusieurs antennes, donc à terme dans chaque département du Sénégal, il y en aura. Donc ici nous sommes au rez-de-chaussée, donc nous avons une grande salle justement où ces activités en présentiel donc, se tiennent. Il y a aussi ce qu'on appelle les séances de rémédiation. Rémédiation, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps où l'étudiant est sur la plateforme et travaille, au bout d'un certain temps maintenant, il y a une rencontre physique avec les tuteurs, les enseignants,
pour de vive voix entendre donc un discours qui permet vraiment donc d'être sur la voie. Et donc là on voit effectivement une dizaine d'étudiants qui sont avec leurs ordinateurs en train de travailler chacun. Oui, c'est cela. De temps en temps, ils viennent donc travailler ici avec leur ordinateur pour profiter de la connexion qu'il y a ici, aussi pour se retrouver ensemble, à travailler en groupe. Et les autres sont chez eux? Les autres sont chez eux. Donc je disais que présentement, il y a la promotion 2014, donc ceux qui viennent d'avoir leur bac en 2014. Donc ils sont en train de faire des cours d'informatique, donc les cours de prise en main de l'outil informatique. On va voir? Oui. Ne jamais ouvrir des pièces jointes si l'expéditeur du message n'est pas connu. D'accord? Je m'appelle Nenele Diata. Je suis étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal en mathématiques appliquées et informatique. Les cours sont là. Nous les téléchargeons. Les cours de maths, c'est pas évident de faire les cours à distance. Puisqu'il y a les théorèmes, il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Si nous avons au moins des professeurs ou que les tuteurs puissent se déplacer pour nous expliquer, ça serait mieux. Alors Alice Milo, les cours ont-ils vraiment commencé ou pas à l'Université virtuelle du Sénégal? Eh bien les cours viennent de commencer pour les étudiants qui sont là depuis 2 ans, ce qui veut dire qu'ils ont attendu 1 an avant de démarrer. Et pour les bacheliers de l'été dernier, ils attendent toujours. Donc il y a de vrais dysfonctionnements. Mais même si le gouvernement parvenait à résoudre tous ces problèmes, certains restent convaincus que l'enseignement à distance n'est pas une bonne idée. C'est l'avis de Mouhamadou El Adiba. Il est enseignant, formateur à la FASTEF qui forme les futurs enseignants. C'est juste absurde. Vous êtes dans le pays où il y a des coupures d'électricité. Vous êtes dans le pays où l'Internet coûte plus cher qu'en France. Et vous voulez mettre en place une université virtuelle. Donc, rien que ça vous montre bien que c'est un miroir aux alouettes. On fait des choses qui sont super belles, mais qui ne vont pas marcher. Les gens que je connaisse dont les enfants ont été orientés à l'UVS et qui ont les moyens de payer une formation privée ont payé une formation privée. Et je pense que les étudiants de milieu bourgeois n'iront pas à l'UVS. Ils iront dans le privé ou à l'étranger. En tant que professeur à la FASTEF étant la faculté qui s'occupe de la formation des enseignants, clairement l'UVS est une mauvaise option pour le public qu'il cible. Il y a plusieurs études qui montrent qu'en fait l'enseignement virtuel marche mieux pour un public extrêmement motivé et très diplômé. Or, les bacheliers n'ont pas encore appris à apprendre. On sait que les habitudes d'apprentissage qu'on prend à certains âges, mettons entre 18 et 24 ans, les habitudes de travail, c'est des habitudes de travail qu'on va conserver toute sa vie. Prenez quelqu'un qui a fait une prépa en France ou bien une grande fac aux États-Unis, cette personne-là, toute sa vie, va travailler de manière intense. On est en train de former des jeunes qui, entre 18 et 24 ans, ne vont pas beaucoup travailler, à vrai dire. Ils auront très peu de contraintes. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas l'habitude de travailler. S'ils n'ont pas l'habitude de travailler, comment ils vont développer un pays? Comment ils vont se discipliner quand ils auront un emploi? Toutes ces choses-là, ça s'apprend. Le gouvernement ne semble pas prendre au sérieux l'apprentissage et la pédagogie. L'État leur donnera peut-être un diplôme à la fin, mais je ne crois pas que l'État les ait éduqués. Et ça, c'est notre responsabilité. Et si vous voulez vraiment développer ce genre de choses, il faut des cours interactifs, il faut des exercices interactifs, il faut de la randomisation, il faut beaucoup de choses. Et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Et je pense que si on fait ça bien, ça coûtera plus cher qu'un enseignement physique. Les gens qui laissent leurs enfants y aller ne savent pas pourquoi. J'ai l'impression que le programme du gouvernement en matière d'éducation consiste à ne pas avoir des étudiants qui bloquent l'avenue Cheikh Anta Diop. L'avenue Cheikh Anta Diop est l'avenue qui passe devant l'université. Quand les étudiants sont en colère, ils bloquent l'avenue, ils brûlent des voitures, ils se battent contre les policiers. C'est ça apparemment le programme du gouvernement. Il n'y en a pas d'autre. Du coup, vous proposez quoi pour résorber le problème des amphis surpeuplés? Il faudrait construire. Ça fait 10 ans qu'on demande au gouvernement de construire des amphis. Le gouvernement a mis 60 milliards dans un centre de conférence pour accueillir le sommet de la francophonie. Le centre de conférence a été construit en moins de 2 ans. Si le gouvernement faisait de l'enseignement supérieur une priorité, il construirait en 2 ans des universités. 7 milliards de voisins, quel avenir pour les universités africaines et pour la recherche sur le continent? On se retrouve juste après le flash pour la suite de votre reportage, Alice, dans 3 minutes. Restez avec nous les voisins, vos réactions bien sûr en direct sur les réseaux sociaux. Milliards de voisins, on est
ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez. Deuxième partie de notre reportage avec vous, Alice Milo. Quel avenir pour les universités africaines? C'était une question au cœur des discussions de l'Assemblée générale du CODESRIA le mois dernier. C'est un réseau de chercheurs en sciences sociales, des chercheurs africains, mais aussi du monde entier, qui s'est réuni le mois dernier à Dakar, la ville qui attire des étudiants de tout le continent francophone, aussi bien à l'université que dans ses écoles privées. Alors en première partie d'émission, nous avons constaté les errances de l'université virtuelle du Sénégal, la solution d'enseignement à distance du gouvernement pour désengorger l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop, et ses 85 000 étudiants. Alors face aux difficultés de l'enseignement supérieur, existe-t-il des filières qui marchent, Alice Milo, au Sénégal en tout cas? Eh bien oui, un bon exemple de réussite, c'est le CESAG. Donc c'est un établissement public spécialisé dans le management, une filière d'excellence avec de bons résultats et une véritable reconnaissance internationale. Secret de fabrication avec le professeur Boubacar Baïdari, c'est le directeur général du CESAG. Ici, vous êtes à l'entrée du CESAG. C'est un centre d'enseignement supérieur en management. Le CESAG est un établissement public, effectivement, mais sa particularité, c'est que ça a un fonctionnement autonome, un fonctionnement privé. Donc, il y a un concours, donc nous sommes très sélectifs. Vous choisissez les meilleurs? On choisit vraiment les meilleurs, c'est une politique du CESAG. Deuxièmement, lorsque nous voulons mettre en place un programme, d'abord, on pense au marché. Et dans nos organes, vous avez le monde professionnel qui est là, qui donne son avis. Et en fonction de ça, nous sommes sûrs que le programme que nous mettons en place au CESAG, ça correspond à un besoin. Voilà quelques caractéristiques qui font vraiment que nous sommes différents. Au niveau même de l'enseignement, nous avons à peu près 70% d'enseignants professionnels et 30% d'enseignants universitaires. Lorsque j'ai dit professionnels, ce sont des cadres en activité. Par exemple, vous avez des banquiers qui viennent faire des cours? On a des banquiers qui viennent faire des cours, des directeurs généraux d'entreprises qui viennent faire des cours au CESAG. Ils connaissent la réalité. On va visiter les salles de classe. Dans les salles de classe, vous allez constater que nous sommes très outillés. Nous avons des petits groupes. C'est ce qu'on appelle travaux dirigés dans les universités. Nous, c'est comme ça qu'on enseigne à tout moment. C'est une salle de classe dans laquelle on rentre? À la raison d'être de l'association qui s'est développée pour avoir le statut d'ONG. Donc, l'association est liée à l'avoir le statut. C'est un cours de conception et gestion d'un projet dans une ONG. Vous avez des moyens technologiques, voilà, vous avez de l'espace, des vraies grandes salles de classe, etc. Ça coûte cher. Quel est votre modèle de financement? Le modèle économique, c'est que nous avons d'abord à peu près 90% de fonds propres. C'est une formation payante que nous avons. Ça, c'est le principe. Parce que historiquement, nous appartenons à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et on a connu d'énormes problèmes de financement parce que les États ne payaient pas. Finalement, le modèle a été revu. On dit qu'aujourd'hui, il faut que les familles contribuent au financement. Ce qui fait que pratiquement toutes les formations sont payantes. Mais en même temps, notre vision, c'est que le CESAG soit accessible à l'ensemble des couches sociales. Les étudiants pauvres sont subventionnés par leur État et par les bailleurs de fonds. Lorsque vous rentrez dans une classe comme ça, vous pouvez trouver une grande partie des étudiants qui sont boursiers. Donc on demande aux parents de contribuer, surtout ceux qui ont les moyens. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, on les aide. Je pense que c'est un principe. Est-ce que c'est un peu un tabou au Sénégal, la question justement de faire payer les droits d'inscription aux familles? Parce qu'il y a quand même une tradition depuis longtemps d'une université quasiment gratuite, non? Oui, bon, ça c'est l'héritage de la France. Dans tous les pays francophones, on considère que l'université est gratuite. Dès que vous avez le bac, c'est obligatoire. Vous avez le droit d'aller à l'enseignement supérieur. Ça, c'est un principe. Aujourd'hui, le monde a évolué. Vous voyez, la maternelle coûte plus cher que l'université. L'école primaire
coûte plus cher que l'université. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Voilà le parent d'élève qui paye pour son fils maternel, qui paye le primaire, qui paye le lycée, arrivé à l'université, il refuse de payer. Où est la logique? Mon avis est que l'université ne peut pas être totalement gratuite aujourd'hui. Les États n'ont pas les moyens, compte tenu de la massification, les États n'ont pas les moyens aujourd'hui de payer pour l'ensemble des étudiants parce que les frais de formation sont de plus en plus chers. Les familles doivent absolument contribuer et je pense que c'est ce qui est normal. L'objectif du CESAG, c'est de lutter aussi contre la fuite des cerveaux des étudiants. Beaucoup de familles se sacrifient pour envoyer leurs enfants à l'étranger. Parce que notre slogan, c'est quoi? C'est l'alternative aux grandes écoles du Nord. À la fuite des cerveaux. À la fuite des cerveaux. C'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger, nous leur disons, ce n'est pas la peine d'envoyer-les au CESAG. Ça va vous coûter moins cher pour la même qualité. Moi, je suis Dr Yankhoba Seydi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également coordonnateur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur à Dakar. Depuis 1965, les frais d'inscription, ça n'a pas changé. C'est de l'ordre de 4 800 à 5 000 par an et par étudiant. C'est rien du tout, à la limite c'est gratuit. Mais à un moment, même nous, on a dit que ça ne pouvait pas continuer. S'il y a une solution ailleurs, il faut l'envisager. Et c'est pourquoi nous avons pensé que, eh bien, il fallait faire contribuer les étudiants. Depuis l'année dernière, les étudiants payent plus et jusqu'après. Donc ça a augmenté de combien à combien? Alors, de 4 800 à 5 000, c'est passé maintenant à 25 000 pour les premiers cycles. Les étudiants eux-mêmes avaient dit qu'ils n'étaient pas contre qu'on majeure les frais d'inscription. Mais il faut s'entendre avec eux sur une grille. Ça n'a pas été le cas. Et une bonne partie de l'année dernière a été la grève. Le pic de la grève, c'était la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Alors qu'on pouvait faire l'économie de cette affaire-là. En discutant avec eux, la société est prête à faire les efforts. La preuve, lorsqu'on a augmenté les parents, mais à un moment donné, quand les étudiants étaient en grève, les parents disaient, c'est nous vos parents, nous sommes prêts à payer. Donc ça veut dire que les gens étaient prêts à faire ce sacrifice-là parce que justement, ils croyaient en l'éducation. Mais vous voyez, depuis qu'on a majoré les frais d'inscription, tout le monde était en droit de penser que ça devait impacter normalement les vécus et qu'il y ait un changement qualitatif, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas contribuer et que les étudiants ne voient pas le changement. Mais les choses étaient devenues pires. Pour même avoir de la craie, c'est un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais eu autant d'argent, mais on n'a jamais eu autant de problèmes. Mais il faut nous dire pourquoi. Les frais d'inscription à l'université ont fortement augmenté. On est passé grosso modo de 8 € à 40 € par an. Mais y a-t-il toujours autant d'étudiants boursiers, Alice Mello? Alors c'est vrai que les critères d'attribution des bourses ont été revus à la baisse. Aujourd'hui, près de 70% des étudiants de l'UCAD touchent des bourses, que ce soit des bourses au mérite, des bourses sociales et d'autres aides, ce qui fausse tout de même la donne, puisqu'ils ne payent pas la totalité des frais d'inscription qui sont quand même déjà assez bas. Cela dit, j'ai quand même rencontré des étudiants qui, eux, ne bénéficient pas de ces aides et pour qui débourser ces nouveaux frais d'inscription est un véritable sacrifice. Ouais. Alors donc si les États ne sont plus en capacité d'assurer le financement total des universités et que en même temps c'est compliqué de demander aux familles de dépenser plus pour les études de leurs enfants, quelle solution envisager pour diversifier les sources de financement? Alors la solution très en vogue actuellement, c'est de se tourner vers le secteur privé et les fondations philanthropiques. À Johannesburg, en Afrique du Sud, il y a une université qui défend ce modèle, Wits University. Mohamed Adam Abid, c'est le vice-recteur de cette université sud-africaine. Il était présent à l'Assemblée générale du CODESRIA, qui s'est tenue à Dakar début juin. Il explique le fonctionnement de son université. Je pense que Wits University est probablement l'une des universités les mieux classées, pas seulement en Afrique du Sud, mais sur tout le continent africain. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est une université qui existe depuis presque 90 ans et qui est localisée à Johannesburg, au cœur de l'économie africaine.
Et nous avons aussi une forte tradition de partenariat avec de nombreuses entreprises privées d'Afrique du Sud. Par exemple, notre faculté de médecine entretient des liens étroits avec des compagnies pharmaceutiques. Nous avons aussi des partenariats similaires dans le secteur des affaires avec des assurances et des banques pour nos écoles de commerce. Et je peux continuer ainsi à vous énumérer ces partenariats dans plein de secteurs différents. Vous n'avez pas des conflits aujourd'hui avec les entreprises privées qui vous financent? Si, c'est vrai, et c'est tout l'enjeu du problème. Et c'est pourquoi je crois que nous devons multiplier les partenariats. Si les universités ont un partenariat seulement avec le secteur privé, alors elles finiront par faire la course au profit. Et ensuite, de nombreux départements universitaires risquent de fermer parce que le secteur privé ne verra pas l'intérêt de les maintenir. Mais d'un autre côté, on ne peut pas juste vivre que des subventions publiques. Il n'y a pas assez de ressources. Donc l'astuce, c'est de multiplier ces relations. Le secteur privé, le secteur public, à l'international. Si tu dépends d'une seule entreprise, tu prends le risque de perdre le pouvoir. Mais si tu travailles avec des centaines d'entreprises, tu gardes le pouvoir car aucune ne peut influencer tes programmes. Because no one company can determine your agenda. Mais vous avez trouvé quelqu'un pour financer la philosophie? Non, mais on a une entreprise qui finance nos filières d'ingénieurs et dont nous pouvons consacrer des subventions publiques pour la philosophie. Tu ne peux pas demander à une entreprise privée de financer la philo, mais tu peux demander à un État de le faire. Si c'est une aussi bonne idée, pourquoi toutes les universités africaines ne s'appuient pas sur votre modèle? Ce n'est pas si simple. Toutes les universités ne sont pas situées dans des villes telles que Johannesburg, où il y a autant d'entreprises. 7 milliards de voisins sur RFI. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, tirer profit du secteur privé, c'est un modèle assez répandu sur le continent africain, Alice Milo? Eh bien, c'est en tout cas l'inquiétude d'Abdoulaye Gueye. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences sociales d'Ottawa, au Canada, et il était également présent à l'Assemblée générale du Codesria. Abdoulaye Gueye a enquêté dans de nombreuses universités du continent sur ces questions de financement, et finalement, il est assez partagé sur la question. Les moyens de financer les universités, moi j'ai trouvé des exemples assez intéressants dans quelques pays, dont la Tanzanie et le Nigeria, où bien évidemment aujourd'hui, en fait, dans ces pays-là, c'est à l'universitaire d'aller chercher les fonds pour financer sa propre recherche. C'est à travers la consultance qu'ils peuvent avoir accès à des fonds. Les industriels ont besoin des chercheurs. Par exemple, un contrat que l'université en question va signer avec une firme, une compagnie, une entreprise, etc., qui a besoin de connaître l'état des lieux sur une question précise, sur une question agricole. Est-ce que les entrants qui ont été utilisés au cours des 5 dernières années produisent les effets que l'on attendait, etc., etc. Donc, ils vont demander à ces universités-là de faire ce travail. Et donc, les universités en question, puisque ça paye, se ruent vers la consultance. Aujourd'hui, les gens parlent d'une certaine fuite des cerveaux, mais à l'interne. Pourquoi à l'interne? Parce que les universitaires ont tendance à abandonner les salles de cours, etc., etc., pour aller travailler pour ces organismes. Et c'est pour ça qu'on voit émerger ce qu'on appelle aujourd'hui l'universitaire entrepreneur. Quelles sont les limites à ça? Bon, d'une part, il faut dire tout de suite que il y a des filières qui s'en sortent mieux que d'autres. Par exemple, tout ce qui est sur le continent africain. Si vous travaillez, par exemple, en agronomie, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir des fonds auprès de ces bailleurs de fonds ou de ces entreprises que si vous êtes, par exemple, j'allais dire un anthropologue. Je pense que s'il y a, par exemple, des disciplines qui souffrent le plus dans ce contexte de la mondialisation, c'est ce qu'on appelle les humanités. Donc, littérature, philosophie en particulier. Ce sont des disciplines qui ne réussissent pas parce que, comme disent les anglophones, elles ne sont pas marketable. On ne peut pas les vendre comme ça. Les entreprises ne voient pas nécessairement tout de suite l'utilité de ces disciplines, alors que ces disciplines sont extrêmement importantes parce qu'en fait, c'est là où l'on apprend, où l'on enseigne, aux étudiants, en fait, l'esprit critique. Puisque les bailleurs de fonds ont une autre conception du monde que les universitaires, ils se posent la question de savoir quelle est l'utilité de financer des disciplines telles que la philosophie, telles que la littérature. Ça ne sert absolument à rien parce qu'ils ne voient pas l'utilité à court terme. Parce qu'eux, ils raisonnent à court terme. Ils veulent voir dans les 6 mois qui suivent, dans les 12 mois qui suivent, les résultats de l'étude qui a été menée.
Mais si la recherche vient contrecarrer leurs propres intérêts personnels, est-ce qu'il risque pas d'y avoir un conflit d'intérêts entre la recherche académique et les intérêts des entreprises qui financent? Comme vous le dites, il y a deux options ici. La première, c'est la recherche est terminée, on l'étouffe. On étouffe les résultats de la recherche, personne ne veut savoir de quoi il était question parce qu'il y a conflit d'intérêts. La deuxième, c'est de dire, ok, puisqu'on a vu a priori que cette recherche peut vous mener à tel résultat, on arrête le financement. Mais il ne faut pas qu'ils acceptent de produire des résultats de recherche en fonction des demandes de ceux qui les financent. Les garde-fous ont toujours existé dans le système universitaire, mais la meilleure façon de garantir l'efficacité de ces garde-fous, c'est à travers l'évaluation par les pairs. Mais si on n'a pas ce regard par les pairs, encore une fois, je pense que le risque est là de voir que ce sont les firmes en fin de compte qui vont gagner. Moi, de mon point de vue, ce que je trouve un peu problématique, c'est qu'il va y avoir une forte dépendance vis-à-vis de ces fondations et vis-à-vis de ces entreprises. Et cette forte dépendance, si bien évidemment elle s'accroît, ça va inciter les États africains à se désinvestir, se désengager de plus en plus de l'enseignement universel. C'est l'effet pervers. C'est l'effet pervers. Or, si maintenant on assiste à un phénomène comme celui-là où l'État se dit je me désengage totalement de l'enseignement, aussi bien universitaire que de l'enseignement par exemple secondaire, on va voir se multiplier les fameuses écoles privées que nous voyons ici à Dakar. Qui en a accès, bien évidemment, ce seront les enfants des riches et en particulier la classe moyenne. Et donc c'est pour cette raison que en fait l'État doit encore renforcer sa présence dans le système de l'enseignement, aussi bien primaire que l'enseignement universitaire, plutôt que de laisser les bailleurs de fonds et autres gérer cet enseignement. Le financement des universités africaines par le secteur privé, cela pose un problème pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur en Afrique. Je vous rappelle, 7% de taux d'accès, c'est la moyenne africaine, 26% la moyenne mondiale. Pour augmenter ce chiffre en Afrique, la Banque mondiale dit en gros, il faut que les familles payent des écoles privées pour leurs enfants, ce qui est une option évidemment discutable, Alice. Oui, et à Dakar, les écoles privées pullulent, on en compte plus de 200 aujourd'hui. La moitié seulement sont reconnues par l'État. Les autres constituent plus finalement des centres d'encaissement de chèques que de véritables formations, avec des dégâts évidemment considérables au sein même de l'université, comme l'expliquent Mohamedou et Mama, les deux étudiants de l'UCAD qu'on a déjà entendus en première partie. Parce qu'ici, c'est la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est là où on va là. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, il y a la prolifération des écoles de formation. Et ces écoles de formation donnent presque la même formation que cette faculté-là. Sauf que c'est privé. Sauf que c'est privé. Mais le pire, c'est que ce sont les mêmes profs qui donnent les cours dans ces écoles de formation-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les profs se partagent entre le public et le privé? C'est sûr, ce qui les arrange, c'est l'échec des étudiants. Que les étudiants quittent l'université pour aller payer la formation. C'est les enseignants même qui ouvrent ces écoles-là. Ils ont plus d'argent là-bas, quoi. Donc la plupart des profs, ils donnent aussi des cours où même c'est eux, n'est-ce pas, qui ont créé, n'est-ce pas, ces écoles-là. C'est eux qui créent ces écoles. Donc, naturellement, si ces étudiants-là connaissent un échec, il faut les recruter, ils vont payer de l'argent. Donc c'est juste comme ça, quoi. Ça se passe toujours comme ça. Du coup, vous vous retrouvez avec des profs qui sont jamais là? Non, ils sont jamais là. La plupart, ils voyagent, ils prennent le temps de voyager partout. Bon, dans les pays étrangers, donner là-bas des cours, rester dans les écoles de formation. Le fait de nous donner des cours qui devaient se passer en 3 mois, ils veulent nous forcer ça en 1 mois ou bien en 3 semaines, des cours bâclés comme ça, avec des fascicules, on ne fait rien. Ils se dépêchent de faire les cours pour pouvoir aller enseigner ailleurs. C'est ça, mais ça c'est anormal. Supprimer un module, tout simplement que le professeur qui devait dispenser ses cours était à l'étranger. En fait, ce qui se passe, c'est simple. Le prof, il a déjà son cours, il fait ça sous forme de fascicule. Donc il demande aux étudiants d'acheter le fascicule pour apprendre, parce qu'ils n'auront pas le temps de faire des cours. Donc automatiquement, tu es obligé d'acheter les fascicules pour passer les examens. C'est obligatoire, ça se passe dans toutes les facultés. Le prof doit vous donner des cours, mais au contraire, il ne doit pas vous vendre les cours. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ça se passe comme ça se passe ici à l'université. Ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ne font pas aussi le boulot. La plupart des profs, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Alors que l'enseignement doit être déjà par amour. Il doit y avoir une loi qui interdit ça. On n'a pas le droit de travailler dans le public et dans le privé à la fois. Ça, c'est pas normal. Peu importe ce qui se passe dans le privé, parce que dans un pays aussi, il y a des gens qui préfèrent le privé. Ça, c'est normal. Mais quand même, l'essentiel, c'est de considérer ceux qui sont ici, de les respecter. Mais ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'on ne respecte pas les étudiants de l'université. La preuve, vous ne verrez pas une autorité envoyer ses enfants ici. Et puis là, je vais vous donner une information. Il y a un ancien ministre de l'Éducation qui a une école privée, un ancien ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'État.
qui se permet d'ouvrir une école privée. Des enseignants qui fuient vers le privé quand ce n'est pas à l'étranger. À elle seule, la France accueille plus d'un tiers des étudiants africains partis à l'étranger, environ 100 000 chaque année, dont seulement un tiers finira par revenir sur le continent. Et oui, c'est le fameux phénomène de la fuite des cerveaux, ce qui est assez fréquent dans le milieu de la recherche, où les conditions de travail sont bien meilleures en Europe ou en Amérique. C'est en tout cas le sujet d'étude d'Abdoulaye Gueye, lui-même pur produit finalement de cette fuite des cerveaux. Il a grandi au Sénégal, puis il a fait ses études à Paris, avant de décrocher un poste au Canada. Il est venu partager son expérience lors d'une des tables rondes de l'Assemblée générale du CODESRIA. Et c'est un optimiste, car selon lui, l'Afrique doit envisager cette fuite des cerveaux comme un atout. Il y aurait 25 000 professeurs africains qui enseignent dans les universités et les collèges aux États-Unis, et la plus grande proportion en fait est constituée de Nigérians. Donc cette fuite des cerveaux, il ne faut pas la minimiser, elle n'est pas négligeable, elle est réelle. Maintenant la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est une fatalité? C'est l'objet de ma recherche. J'essaie de voir dans quelle mesure les universitaires de la diaspora, comme je les appelle, peuvent contribuer au développement de la science et de la recherche en particulier dans les pays africains. Donc créer des ponts pour qu'ils puissent mener des études ensemble, faire des recherches ensemble, même enseigner ensemble. Aujourd'hui, avec le système virtuel de l'enseignement, c'est extrêmement facile. Moi, il m'arrive dans le cadre de mes séminaires au Canada, en fait, à travers Skype, de faire intervenir des gens qui sont dans d'autres villes du Canada ou dans d'autres villes des États-Unis et qui interviennent dans les cours, les étudiants les voient, etc., etc. Donc les universités africains peuvent aussi utiliser ces moyens technologiques qui sont à notre disposition pour effectuer ce type d'enseignement, permettre à un collègue qui est au Nigeria, par exemple, d'enseigner le même cours avec un collègue qui est en Californie. Pour moi, le défi le plus important, c'est juste le décalage horaire. Il suffit que les universitaires qui sont ici pensent que ceux qui sont là-bas puissent constituer une ressource. Et malgré tout, il y a quand même des chercheurs qui s'étaient expatriés et qui rentrent aujourd'hui sur le continent? Oui. Alors, il y a des chercheurs expatriés qui rentrent. Et à partir de mes constats, il se trouve que les chercheurs qui rentrent après la retraite. Ibrahim Assal, je suis le secrétaire exécutif du CODESRIA. L'avenir des universités est indissociable de l'avenir de la recherche. Donc les deux vont ensemble. Et c'est ce que vous faites ici? Et c'est ce que nous faisons ici au niveau du CODESRIA. Nous ne dispensons pas de cours, nous ne délivrons pas de diplômes, mais nous travaillons avec les gens qui sont dans les universités et pour justement faire en sorte que la recherche se porte mieux et qu'elle aille de l'avant et qu'elle produise des publications de qualité et qu'elle fasse des trouvailles qui pourraient servir à plusieurs choses. À enrichir le débat scientifique mondial, bien sûr, et africain, mais également à informer les décideurs qui veulent formuler des politiques adaptées. Et plus fondamentalement, il y avait un grand effort de décoloniser la pensée et décoloniser la recherche en sciences sociales. Alors, l'effort du CODESRIA consiste à dire qu'on interroge les schémas et on déconstruit tout ça, on fait ressortir les manières par lesquelles un certain type de domination est véhiculé à ce niveau-là. Et pourquoi on s'engage dans ce débat-là? Parce que l'indépendance de l'esprit, l'indépendance qu'on cherche à établir dans le Sud, l'émancipation que nous cherchons ne peut pas se faire en dehors de l'émancipation de la pensée. De la même façon qu'on a des centres d'études africaines en Europe, en Amérique et ailleurs, c'est de la même façon qu'en Afrique, on devrait avoir des centres d'études, centres de recherche et d'études sur l'Europe même. Ça n'existe pas aujourd'hui, ce qui est quand même un peu bizarre. Ceux qui nous ont colonisés, on ne se donne pas les moyens de les étudier. Il faudrait qu'on étudie l'Amérique latine, il faudrait qu'on étudie les pays scandinaves, les expériences des autres pour savoir quoi en apprendre d'une part. Il faut que la recherche se fasse, qu'elle soit par les Africains pour commencer. Ensuite, elle doit être africaine, panafricaine, parce que le cadre national est très limité. Je suis Marema Touré, membre du CODESRIA. Je suis sociologue de profession et en ce moment je travaille à l'UNESCO où je travaille comme spécialiste des sciences humaines et sociales dans la région Afrique. L'Afrique doit réfléchir et avoir une perspective à des issues propres sur les questions qui lui sont spécifiques. Mais je pense que l'Afrique
doit aussi apporter sa contribution à la réflexion sur le monde global. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont telles que il n'y a pas l'Afrique et le monde, il y a l'Afrique dans le monde. Et je pense que la seule façon d'assurer cette africanité dans le monde, c'est de bâtir et de nourrir aussi des perspectives africaines qui permettent d'avoir une compréhension ethnographique, ethnologique, sociologique de nos sociétés et de nos perspectives, et d'avoir aussi une compréhension du monde à partir de notre propre lieu. Penser l'Afrique, avons-nous l'habitude de dire ici au Codestia, mais je complète toujours en disant la phrase de Cabral, penser l'Afrique avec nos propres têtes et à partir de notre propre lieu. Voilà, l'avenir de l'enseignement supérieur et des universités africaines. Vos réactions, vos analyses, nous poursuivons les discussions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'était un reportage d'Alice Milo à la réalisation Victor Hull. Lundi, 7 milliards de voisins, je laisse les clés de la maison à Sandrine Mercier avec un sujet estival et plutôt dans l'air du temps. Voyager autour du monde sans un sou en poche. Enfin, avec des visas quand même. Vous pourrez questionner les Globetrotters en studio et en direct.